Non, on va-t'en là. On va se promener. Je sais pas si c'est ouvert ici. Le problème est là. Ah là c'est ouvert. Mais en fait c'est. Il n'y a pas une autre porte. Ah non, c'est là. Je ne reconnais pas les. Les anciens locaux du musée. Bonjour. Bonjour. Mon premier bureau, c'était là. Voilà, c'était ici. L'époque où il n'y avait rien dans la citadelle. Donc il y avait Anne Milger et moi, là. Juste, on était tous les deux dans cette pièce. C'était la seule pièce qui est aménagée dans la citadelle. Voilà. Pour ça, comme il faut un film sur l'histoire du musée, il explique qu'on fait un pèlerinage. Nous avons voulu ce soir vous permettre de retrouver l'atmosphère d'un foyer corse. Cette restitution touchante, nous la devons à la Cirinata Jacina, qui depuis de nombreuses années s'est attachée à faire de son local de la rue Maréchal Ornano un véritable musée des arts et des traditions populaires de l'île de Beauté. Ces objets familiers, qui nous sont parvenus en parfait état, sont d'un grand intérêt pour la meilleure compréhension d'une région et de son peuple. Dernièrement, les collections des pères Oblats, qui se trouvaient dans une dépendance du château Bacciocchi, ont été mises en dépôt dans cette Casa Corsa, où se réunissent maintenant les jeunes épris de musique et de chansons locales. En parcourant ce petit trésor sentimental, nous avons appris que la Cirinata Jacina devait évacuer ce local. Il est à souhaiter que la réinstallation de ce musée intervienne dans les meilleures conditions afin de préserver ce patrimoine traditionnel inestimable. En 1973, je crois, nous avons reçu une proposition de donation émanant du père Doizan. Le père Doizan associait cette proposition de donation à deux conditions. La première, c'est que les collections soient en effet entrées dans le patrimoine national, mais qu'elles soient localisées en Corse. Et la seconde condition était qu'il puisse s'en occuper pour les documenter, les mettre en état et éventuellement les enrichir ultérieurement. Écoutez, l'histoire, elle est brève, mais elle mérite d'être contée parce que nous avions créé en 1967 un mouvement qui s'appelait l'Action régionaliste corse. Et dès le début des années 70, un homme particulièrement influent et très attaché à l'île, il s'appelait M. Alfonso Grisoni, qui avait un poste de sous-directeur au ministère des Anciens Combattants Victimes de Guerre, qui militait chez nous, ce qui était courageux pour un fonctionnaire à l'époque, nous avait attiré notre attention sur l'intérêt de la collection du père Doizan. Et effectivement, il nous donnait par le détail le contenu du fonds et nous étions très préoccupés de son devenir. Le sous-directeur des musées de France de l'époque, et je puis le nommer, Alfonso Grisoni, était d'origine corse. Et de ce côté, il suivait naturellement avec beaucoup d'intérêt les opérations que mes collaborateurs et moi-même menions en Corse. Et il y a eu un premier signe d'ouverture qu'il est intéressant de rappeler aux téléspectateurs, c'est que je ne sais pas si c'est l'année 73 ou l'année 74, à la suite des interventions de M. Grisoni, le Musée des Arts et Traditions Populaires qui avait en dépôt cette collection du père Doizan, récoltée patiemment depuis très très longtemps, avec amour, avec passion, avec ordre aussi. On nous a proposé donc de nous prêter cette collection. Et nous l'avions exposée aux Journées de Corté, sous un chapiteau. Je vous rappelle qu'il était passé plus de 30 000 personnes, de Corse de l'île et Corse de la diaspora, et amis de la Corse, et que c'était quelque chose de très important. Et cette collection avait été véritablement le clou de la fête de l'autonomie, parce que
les Corses savaient qu'ils avaient une mémoire, mais ils ne l'avaient pas vue datée, chiffrée, et surtout, ils ne l'avaient pas vue in vivo. Il était important que cette collection revienne à la Corse, qui en était le légitime propriétaire, et c'est ainsi que l'évolution s'est faite. Les localiser en Corse, où? Il fallait aussi qu'on résolve la question. Et la solution imaginée était qu'elle soit installée, provisoirement tout au moins, dans la maison d'Émile Elie. Donc on avait prévu quelque chose à Ajaccio, qui était le musée Fesch, qui était encore en réflexion à l'époque. On avait prévu le musée de Bastia, et puis on avait prévu de démarrer un centre, un musée archéologique à Sartène, et puis de démarrer un centre, pour le, disons, en gros pour le cinéma, parce qu'audiovisuel, c'était un mot qui n'était pas utilisé à l'époque, à Porto Rico. Et on faisait rien à Corté. Donc là, on a dit, mais Corté, c'est quand même le centre de l'île, et puis c'est quand même peut-être là où la culture est le plus concentrée, si je puis dire. Je voudrais rappeler, si besoin était, que Corté est le centre géographique de l'île. Pour des raisons de commodité, les Corses de toutes les régions vont plus facilement à Corté, bien desservis par la route, par le chemin de fer, et aussi que c'est aussi cette petite ville de montagne est le dépositaire de notre mémoire collective, puisque le gouvernement national de Pascal Paoli y a siégé. Et ce n'est pas par hasard que c'est nous qui avons porté le combat de la création de l'université et que nous avons demandé qu'elle soit créée à Corté. Bien entendu, nous étions conscients des handicaps par rapport aux villes que présentait cette petite université en zone montagnarde, mais en même temps nous savions que c'était un symbole fort, et c'est ainsi que tout doucement le concept de Corté, je peux dire que nous y avons largement contribué. Le musée s'est inscrit dans le droit fil et du Riacuiste et de cette volonté convergente de la société corse de donner à Corté, je dirais, des attributs quand même de légitimité et en même temps de valorisation. Les autres informations de cette journée. La prima riunione della commissione incaricata del progetto di un museo regionale ai Corti si è tenuta oggi in Cittadella. Dopo una visita della caserma Serrurier che accoglie sul museo, i partecipanti hanno inteso Jean Cuisinier, capo conservatore di un museo dell'arte e tradizione popolare Parigi, incaricato dell'Assemblea Corsica di un studio preparatorio alla creazione di un museo etnografico. Su studio si face sotto la responsabilità dell'Assemblea do quadro di un contratto di piano Stato-Regione in dove ogni parte si è ingaggiata all'altura di 100.000 franchi per uomo. Al di là, un contratto particolare permetterà di stabilire il genere, il progetto immobiliario e il piano di finanziamento di un museo. Per ciò che tocca un museo stesso, gli eletti e gli specialisti hanno scelto già un museo classico e un strumento di promozione di Isabeffa e di Isabesse isolani che li siano passati o presenti. Il fatto è che si tratta quindi di una tappa importante che farà di Corti che è stata capitale storica e che è città universitaria e punto economico dell'interiore dell'isola a capitale culturale di Corsica. La DRAC à l'époque. C'était une période où il était assez difficile parce il fallait terminer la maison de la culture, terminer, c'était pas le mot, mais enfin, clore certaines choses. Donc on a été amené à faire former des garçons. J'ai rencontré Rémi Froment, qui est un garçon à mes yeux, type très sérieux, profond, et qui a un sens de l'organisation. Donc c'est pour ça qu'on l'a poussé pour prendre, disons, peut-être pas la direction, c'est un grand mot, mais enfin, quelque part, être la cheville ouvrière, à mon avis, du musée de Corté. L'ancien DRAC, M. Michel, une de ses missions, c'était le reclassement du personnel à la Maison de la Culture. Et c'est là qu'il m'a proposé puisqu'il y avait quelques lignes sur le contrat de plan 84-88, il y avait 2 lignes qui évoquaient l'idée d'un projet de musée des arts de tradition populaire à Corté. Voilà. Donc il m'a proposé, il m'a dit voilà, il y a ce projet, est-ce que ça vous intéresse? J'ai réfléchi, je me suis donné le temps de la réflexion et j'ai dit pourquoi pas, et voilà. Donc le début d'une aventure, d'une très grande aventure. Voilà. Quelle personnalité nommée pour diriger l'établissement
conformément aux règles qui sont les règles des musées de France. J'avais passé mon bac à Bastia, ensuite j'étais parti faire des études d'histoire de l'art et de lettres à Aix-en-Provence. Ça a été des années de bonheur, je n'avais même pas besoin de travailler, ça me plaisait tellement. C'était un paradis de faire de l'histoire de l'art toute la semaine, de la littérature, j'adorais ça. Ensuite, après ça, je suis rentré en Corse et Madame Séraphine a bien voulu me prendre au musée de Bastia. Et là, j'ai vu de près ce que c'était un musée. Et c'était passionnant parce qu'un musée, c'est à la fois quelque chose de très intellectuel et en même temps de très scientifique et puis en même temps un rapport très pratique aux objets. Un rapport immédiat, physique avec des objets qu'il faut faire parler, dont parfois on ne sait pas suffisamment de choses, il faut découvrir. Et là, j'ai trouvé ça passionnant. C'est aussi un lieu où on a un rapport avec le public, donc il ne faut pas rester dans sa tour d'ivoire, il faut trouver un langage que les gens comprennent, et ça c'était nouveau pour moi, et c'était nouveau à l'époque. Maintenant, c'est plus évident dans le monde des musées. Après cette expérience, je suis parti à la région parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour mettre en place le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, et le FRAM, le Fonds régional d'acquisition des musées. J'y suis resté 8 mois. Et là, tant Madame Séraphine que les gens du ministère de la Culture avec qui je travaille pour le FRAC me disaient il faudrait que vous passiez le concours de conservateur. On venait de créer ce concours, une école était créée à Paris. À cette époque, c'est le département professionnel de l'école du Louvre. Et j'ai passé le concours, je l'ai eu, et je suis arrivé à Paris, je crois que c'était en janvier 87, et j'ai passé 18 mois à l'école du patrimoine, et c'était passionnant. Il se trouvait, dans ces années-là, il faudra préciser les dates exactes, il se trouvait dans ces années-là que j'enseignais moi-même à l'école du patrimoine. Et pendant cette école du patrimoine, nous avions un séminaire avec Jean Cuisenier, qui s'appelait « Anthropologie des collections publiques en France ». Et j'avais choisi un sujet sur la Corse. Et Cuisenier, à la fin, m'avait dit « Mais est-ce que la Corse vous intéresse ?» J'ai dit « Bien sûr, je suis corse ». Il me dit « Vous savez qu'il y a en Corse un projet de musée ?» Ce musée de Corté, il est en train de prendre forme. Il va falloir le diriger. Au sortir de l'école du patrimoine, vous aurez un certain nombre de vœux vous-même à formuler. Et la direction des musées de France aura un certain nombre de postes à pourvoir. Et c'est ainsi que Olivesi a été nommé à la direction. Et après, ça a été une aventure merveilleuse, je dois dire. Sitôt rentré en Corse, j'en ai parlé avec Madame Séraphine. Madame Séraphine, il souhaitait qu'on articule bien le projet du musée de Bastia, ancien musée d'ethnographie corse, avec celui du musée de Corté. On a travaillé ensemble là-dessus. Je crois que cette dualité-là, on l'a résolue. Les deux programmes muséographiques des deux musées, maintenant, sont complètement complémentaires. Et après, on était toute une équipe. Il y avait Rémi Froment qui était déjà là, il y a Marie-Eugénie Paul qui est arrivée, il y a Françoise Ferreira. On était toute une équipe, là aussi, avec des itinéraires différents, avec des points de vue différents. Et je pense que c'est ce qui a fait la richesse du projet d'équipe, précisément, et du projet scientifique et culturel. Je savais que à Corté, il y avait un projet sur un musée qui se créait. Et moi, évidemment, ayant habité Corté, ayant été toujours un peu fascinée par cette citadelle, il me semblait que c'était vraiment la chose à faire. Pendant des années, il faut dire que le château était en ruine et qu'on voyait les ruines de la ville. Et tout le monde se disait, mais quand va-t-on faire quelque chose pour cette citadelle ? Donc quand j'ai appris qu'il y avait ce projet, étant donné évidemment ma formation, j'étais très intéressée et je suis allée voir Rémi Froment qui m'a présenté à Jean-Marc Olivesi. Et puis bon, on s'est enthousiasmés les uns et les autres pour ce projet. Je pense qu'il était intéressé aussi, il faut le dire, par mon expérience sur le Centre Pompidou. Et ce qui l'intéressait notamment, c'est de voir comment on pouvait faire une préfiguration de ce projet, parce qu'il est évident que créer un musée, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça avait été une grande partie de mon expérience au Centre Pompidou, puisque le pôle d'information était justement un lieu de préfiguration du centre. Et là, la question était, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire alors que le bâtiment ne fonctionne pas encore et qu'il y a tout à lancer, y compris le concours, etc. Bernard et moi-même, nous sommes entrés en même temps, fin 90. Bon, moi, en ce qui me concerne, parce qu'on cherchait un ethnologue et je devais travailler avec Jean-Marc sur le programme muséographique du musée. L'année après que je sois entrée au musée, bien sûr, la rencontre avec le père Doisan,
elle se situe à plusieurs niveaux. C'est à la fois bien sûr une rencontre professionnelle, mais ça a été aussi l'histoire d'une grande amitié, je crois, avant tout, parce que c'était un chercheur, mais c'était un prêtre avant tout. Et j'ai eu aussi la chance personnellement de travailler longtemps avec lui dans le cadre de l'élaboration du programme muséographique. Bon, nous avons travaillé avec Jean-Marc sous sa conduite, bien sûr, pendant 5 ans exclusivement à la mise en place du programme muséographique, ce qui était donc toute la perspective scientifique du musée, les choix qui seraient faits, choix scientifiques, choix du parcours des salles, des œuvres, etc. Donc il a fallu, à partir de cette collection qui avait été donnée au musée, il a fallu réfléchir au thème que nous développerions, également donc aux objets que nous choisirions pour illustrer, pour accompagner ces thèmes. Et la première démarche a été de travailler avec le père pour connaître son histoire un petit peu. La collection du père Doizan, je la connaissais, mais très superficiellement. Comme j'avais vu des articles dans la presse, je la connaissais vraiment superficiellement. Néanmoins, quand vous travaillez sur une collection, il faut l'étudier vraiment de près, et c'est le travail que nous avions fait pour le coup avec Marie-Eugénie Paul. Marie-Eugénie Paul y avait travaillé sur cette collection avec nos collègues des arts et traditions populaires, ça a été avec Jean Cuisenier, ça a été avec Martine Jaoul, ensuite avec Florence Pizzorni. Donc on a étudié de très près cette collection, parce qu'un musée, un programme muséographique de musée, c'est la collection qui donne le là. C'est toujours par rapport à celle-ci qu'on se positionne. Et donc il a fallu faire un travail de fond sur la collection. Et à cette occasion, je me souviens, j'étais allé voir le père Doizan, je crois que je suis allé le voir à Haute, un jour d'hiver, j'avais eu vraiment peur après en rentrant à Bastia, l'école était enneigée, et on avait parlé toute une journée où il m'avait dit comment il avait constitué cette collection et dans quelle perspective il le faisait. Dans le même temps, les Corses attendent que ce musée propose des regards aussi sur la Corse contemporaine, et ça n'y est pas dans la collection Doizan. Un musée de la Corse qui parle de société, d'économie et de culture, de quoi il devrait parler aussi? Et c'est là qu'on s'est dit, il devrait parler des entreprises et de l'économie, il doit parler des tentatives d'industrialisation qui ont ou pas marché, il doit parler des techniques aussi, c'était un moment où les musées de technique fleurissaient en France et il y avait des très beaux projets, on doit parler aussi du tourisme et on doit parler de la quête de l'identité. La Corse n'avait pas, jusqu'à 1992, une politique culturelle initiée, inspirée, dictée ou imposée par les Corses. Une direction régionale des affaires culturelles, au demeurant sympathique, active et méritante, faisait ici comme ailleurs ce qu'elle pouvait avec les moyens et dans le cadre d'une politique nationale. Quand en 1992 les compétences ont été transférées et quand le président du conseil exécutif que je suis devenu a eu en charge librement l'administration de la collectivité dans le respect des textes, lois et règlements, nous avons répondu à une triple attente. L'attente des élus de Corté, au premier rang desquels le maire de l'époque, Jean Colonne, qui était d'ailleurs membre de l'Assemblée de Corse, l'attente des passionnés de culture et de tradition populaire qui réclamaient qu'un centre important, régional, soit le siège d'une activité anthropologique. Et puis l'attente des politiques qui voulaient se donner l'image de bâtisseurs qui utilisent leurs moyens pour non pas laisser quelque chose, mais pérenniser des ouvrages, des traditions, et en même temps le respect d'un bâti qui se trouve dans une ville historique, Corté, anciennement militaire. Musée des Arts et Traditions Populaires, ici à Corté, c'est pour bientôt. Le musée de la Corse, présentation Viviane Carcenti. Cet édifice qui va accueillir le musée fait l'objet actuellement d'un concours d'architecture au plan international. C'est un concours d'architecture qui a été voulu par la région de Corse avec l'aide du ministère de la Culture. Et à ce concours ont répondu de très grandes équipes, françaises mais étrangères aussi, méditerranéennes en particulier, ce qui me fait très plaisir, et notamment des équipes de très grands architectes italiens par exemple. La première réunion du jury a eu lieu hier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Je peux vous dire que des noms comme l'architecte Andrea Bruno qui a fait le Castello di Rivoli, le plus grand musée d'art contemporain d'Italie actuellement, des architectes comme Italo Rota, des gens comme Monsieur Philippon qui a travaillé au musée d'Orsay, de très grands noms de la muséographie française aussi se sont présentés pour ce concours. Et pour nous, c'est quand même la reconnaissance de tout un travail, c'est l'aboutissement de ce projet de musée. Une fois que le programme muséographique était fait, c'est-à-dire qu'on avait dit quels objets il y aurait dans le musée, quels textes expliquant ces objets il y aurait, qu'on avait fait le parcours des salles, il nous fallait un lieu pour accueillir ce parcours précisément. Et c'est là que, avec l'aide de la Direction des musées de France, la collectivité territoriale avait lancé un concours d'architecture. Il y a eu, je crois, près de 50 agences d'architectes qui se sont présentées. Sur ces 50 agences, on en a retenu 4. Dans les 50 agences, il y avait quelques-unes qui sont parmi les plus grands au monde. Il y avait Massimiliano Fuxas qui s'était présenté. Bon. Dans ceux qu'on a retenus, il y avait les frères Mandini, qui sont un des plus grands noms du design et de l'architecture à Milan. Le jury s'est réuni avec des représentants de la collectivité territoriale, avec des représentants du monde de l'architecture en Corse, l'ordre des architectes, avec des représentants de la direction des musées de France et des monuments historiques. Et l'unanimité s'est faite sur un nom, c'était celui d'Andrea Bruno. Andrea, à ce moment-là, venait de faire le Castello di Rivoli, c'est-à-dire un immense palais baroque qui était une des résidences de la famille royale de Savoie, à Turin. Et il avait transformé ça en musée d'art contemporain, avec un regard très très fin, très intelligent, comme tout ce qu'il fait sur l'histoire du monument et son utilisation actuelle. C'est-à-dire qu'il montrait l'un et il essayait de le rendre le plus efficace possible pour sa nouvelle fonction. Ce qui n'est pas du tout évident, c'est même contradictoire. Et lui, ça faisait sa force. Il y avait 3 niveaux d'intérêt dans le projet d'Andrea Bruno. Il n'y a que un, esthétiquement, c'était le plus beau projet à mon avis. Le plus beau parce que notamment les espaces étaient magnifiques, les circulations étaient très très lumineuses, on avait des panoramas magnifiques sur les environs de Corté. Deuxièmement parce qu'il y avait un rapport entre l'édifice ancien et le nouvel édifice qu'on créait ahurissant. C'est-à-dire qu'à la fois, il transformait l'édifice ancien pour qu'il puisse accueillir un musée, ce qui n'était pas évident du tout, c'était une caserne, il n'était pas fait pour accueillir un musée. Et en même temps, il donnait à lire le bâtiment ancien. Par exemple, la caserne Serrurier, ce sont des berceaux transversaux, c'est-à-dire que vous n'avez pas un berceau comme une longue église qu'on aurait coupé en rondelles, ce sont des berceaux qui s'épaulent l'un l'autre. C'est très rare dans l'architecture. En ouvrant ces grandes fenêtres, de l'extérieur, vous voyez comment fonctionne le système architectural. C'est même une leçon d'architecture. Ça, c'était absolument génial. On s'est rendu compte assez vite que si on ne pouvait pas montrer la collection, il fallait déjà des expositions. Et c'est là qu'on a commencé la première exposition du musée de la Corse, qui a été une exposition qui, je crois, est restée dans les mémoires. C'est l'exposition sur l'entreprise Mattei. Alors là, nous avions des locaux qui étaient ceux de la caserne Padoue que nous avons en face, et un petit bureau, mais de l'autre côté, il y avait des hangars qui s'y prêtaient assez bien. Et là aussi, ça a été une rencontre formidable, puisque grâce à Jean-Marc, j'ai rencontré Michel Raffaelli. Et je crois que Michel Raffaelli est incontournable dans tout ce qui touche à la scénographie, à la peinture, à la musique, comme tout le monde le sait en Corse. Mais là, c'était la première fois qu'il faisait une exposition pour un musée. Et là, ça a été quelque chose d'absolument étonnant, parce que le projet est né, évidemment, comme dans toute exposition, du travail d'un chercheur qui était Anne Meistersheim. C'était le moment où, à Bastia, les bâtiments de l'entreprise Mattei allaient être détruits. Et donc, c'est vrai que tous les corps, je pense, avaient quand même le souvenir de cette entreprise extrêmement prestigieuse, qui avait été le mécène des films de Marcel Pagnol, qui avait donné lieu à tout un travail graphique en niveau publicitaire extraordinaire, et puis un savoir-faire traditionnel, puisque la Maru Mattei, c'était vraiment un savoir-faire traditionnel. Donc, pour nous, c'était un thème un peu idéal, parce qu'on parlait de tout. On parlait de société, on parlait d'économie, on parlait aussi évidemment de culture. Et puis on parlait d'un thème qui remontait loin dans le temps et en même temps avec des questions comme le rôle de l'agroalimentaire dans l'économie corse qui étaient vraiment des sujets d'actualité. Et là on s'était dit, avec l'équipe du musée plus les scientifiques qui travaillent proche de nous, on s'était dit ça c'est vraiment un sujet pour nous. Et on avait décidé de le monter
sans objet de valeur dans une exposition itinérante. Et c'était plutôt une exposition, c'était presque une installation d'art contemporain que Michel Raffaelli avait montée pour nous autour de ce thème. Et ça a très bien marché. Je dois dire que ce soit à Corté ou à Bastia, par exemple, la réaction du public était extrêmement positive. Je me souviens même qu'un journaliste m'avait dit: vous avez bien fait, maintenant on voit ce qu'est le musée. Hein. Un programme muséographique comme Corté, c'est 10 ans de boulot quand même, c'est la norme, hein, pour choisir les grands thèmes, les grands axes, définir ce qu'il y aura dans les salles, voir choisir les objets, faire les textes, travailler à mettre un peu ça en écho avec ce qui se faisait en Corse et à l'extérieur, c'est 10 ans. Et une expo comme celle-là, elle a permis de montrer au public ce que nous serions. Je pense qu'on avait un peu la trouille avant l'inauguration, hein, c'est-à-dire se dire comment la population va prendre ça. Hein, parce que c'était pas vraiment le musée d'ethnographie tel qu'on l'entendait. Il y avait vraiment une dimension anthropologique, avec même l'introduction de l'art contemporain là-dedans, de créateurs. Donc bon, mais on avait envie de tenter le coup. On avait envie de tenter le coup et de se dire ce projet de musée, il faut que ce soit différent. Et finalement, ça a marché. Au niveau du musée, enfin de l'équipe de préfiguration du musée, Jean-Marc Olivesi et l'équipe voulaient montrer que ce musée existait déjà, même s'il n'était pas matérialisé dans le bâtiment, mais qu'il avait déjà des activités. Pour ça, Jean-Marc Olivesi voulait qu'il y ait une préfiguration de ce musée à travers des activités, et les activités qu'on pouvait mettre en place assez facilement sans sortir des objets de collection, etc. Parce que bon, il y a tout un questionnement sur la prévention, la conservation des objets et autres qu'on ne pouvait pas assumer à ce moment-là. C'était justement de faire passer cette préfiguration et cette présence petit à petit du musée dans la ville à travers le secteur de la musique traditionnelle. Donc avec Bernardo Pazzone et son secteur de la phonothèque, bon, lui, il continuait ses recherches pour ses programmes muséographiques et autres. Et nous, avec lui, donc, on a mis petit à petit en place une manifestation qui s'appelait la San Giova et qui avait lieu une fois par an et qui permettait de montrer déjà un des aspects de ce qu'allait être le futur musée, une des activités du futur musée. Et là, moi, j'ai été mise à disposition par la ville pour l'organisation de ces manifestations. C'était aussi une opération de préfiguration, effectivement. Donc ça a été aussi très intéressant. C'était intéressant toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde, d'intéresser les gens, de faire venir des artistes et d'essayer d'imaginer ce qu'allait être la suite. Un musée, c'est un patrimoine. A priori, le musée, on attend le patrimoine en 3 dimensions. Les objets, bon, en 2 dimensions, les gravures, les photos, les tableaux, tout ça, mais aussi en 3 dimensions, les objets. Et puis, il y a le patrimoine immatériel. C'est-à-dire que celui-là, on ne peut pas le suspendre, on ne peut pas le poser sur les étagères des réserves, mais en même temps, dans un musée d'anthropologie, il est fondamental. Non seulement la musique d'un côté, mais aussi les traditions, les savoir-faire, et ça, il faut les enregistrer. Je pense que là, le musée a un rôle vraiment important. Nous avons aussi recruté un autre chargé de mission en la personne de Nathalie Luciani. Nathalie Luciani, qui avait été recommandée par un certain nombre de personnes en Corse, était une personne compétente s'agissant du chant traditionnel corse. Lui-même le pratiquait et lui-même participait à des opérations de recueil. Et puis, dans ces années-là, donc, Nathalie Luciani a redoublé d'engagement auprès de ses amis de différents mouvements nationalistes. Je n'entre pas dans les détails parce que je serais bien incapable de distinguer les uns des autres, de la lointaine capitale où je résidais, et à plus forte raison des terrains d'enquête que je menais parallèlement en Europe centrale. Bon. Et Nathalie Luciani s'est mise à se servir des appareils de reprographie pour rédiger, multiplier, diffuser par milliers d'exemplaires les tracts du mouvement nationaliste auquel il appartenait.
bien entendu, ça ne pouvait pas échapper à l'attention des responsables en Corse, et bien entendu, le préfet m'a fait savoir que ça ne pouvait pas durer. Donc, les uns les autres ont dû prendre leurs responsabilités. Il n'empêche que le travail en tant que tel qu'il a effectué garde tout son sens, et que celle des collections qu'il a constituées mérite naturellement d'être conservée. J'ai commencé bien avant que le musée de la Corse existe à faire des collectages sur le terrain et aussi à être musicien. Ce qui me permet de dire que maintenant que je suis à la phonothèque, je suis plus un artiste qui travaille dans une phonothèque qu'un fonctionnaire qui, après ses heures de travail, fait de l'art. Et ça, j'y tiens quand même, hein. Je tiens à être assez précis sur ce point. Parce qu'en fait, j'ai commencé à partir de l'âge de 16 ans, suite à une conférence de Félix Quiligi au couvent d'Alziprado, qui m'a beaucoup marqué. J'ai commencé... j'ai eu un choc, disons, en écoutant les premiers enregistrements de violoneux corse qui étaient disponibles et qui étaient faits à l'époque par Félix Quiligi. Il les a présentés lui-même. De même que les padiers là, de Talio Isolaccio, les timbres de voix m'ont beaucoup marqué. Un jour, j'ai lu sur Nice Matin que Quiligi avait eu un accident de voiture. C'était un autre choc, cette fois-ci émotionnel. Et je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose, puisque si Quiligi est mort, plus personne ne va enregistrer dans les villages la tradition orale. Ce qui fait que j'ai décidé de partir sur les routes avec un magnétophone. Bon, en même temps, je commençais à apprendre la mandoline avec René Vallega à la Bastia. J'avais acheté un petit violon 3/4. Je commençais cominciare a suonare un po' di violino, hein, à Gorsa, dans le style corse, voilà, traditionnel. J'étais à l'université de Corse, on a créé les études corse. On a tout fait pour que les études corse prennent en compte l'ensemble des faits culturels, c'est-à-dire de l'archéologie en passant par la linguistique, jusqu'à l'ethnomusicologie. Moi, je me suis spécialisé en ethnomusicologie. Et mon cheval de bataille, c'était toujours les violonneux. Ce qui fait que j'ai fait une maîtrise sur les violonneux, sur les instruments traditionnels, un DEA. Quand le projet, ceux qui avaient en charge le projet du musée de la Corse se sont réunis, moi j'ai entendu dire qu'ils cherchaient un spécialiste de musique de tradition orale. J'ai simplement postulé et donc j'ai été choisi. Et c'est comme ça que les choses se sont construites, parce qu'entre-temps, comme Rémi Froment, lui s'occupait de lancer le concours d'architecture, les choses avançaient de ce côté-là. Andrea Bruno avait été choisi et le musée commençait à sortir lentement de terre, si je puis dire. On avait tellement travaillé sur ce programme muséographique, on avait tellement travaillé sur ces plans, on avait tellement travaillé avec Andrea. Et quand le chantier a commencé, que la grue est arrivée, le jour de la grue est arrivée, je crois que c'était un bonheur, on ne le tenait plus. Et quand on a commencé à voir tout ce qu'on avait vu sous forme de dessins, de plans, que ça devenait des espaces, des volumes, des décors, là je crois que c'était le bonheur absolu. Là on se sentait récompensé de ces 10 ans où on avait quand même bossé comme des fous, et qui était un peu ingrat, parce que le public savait qu'il y avait un énorme projet dans la citadelle, et il ne le voyait pas. Alors c'est pour ça qu'on avait fait ces préfigurations comme l'entreprise Mattei, et en même temps ça a été le moment très riche du moment où on a vu se concrétiser le musée. Je me rappelle d'un engagement permanent qui m'amenait d'une manière hebdomadaire sur le chantier, et depuis les fouilles jusqu'à la dernière finition,
et suivant ce qui était entrepris et qui paraissait à la fois surprenant, choquant, voire même hasardeux. Le premier des hasards, c'était les fouilles. Les fouilles, nous avons eu bien des difficultés, puisque les services archéologiques, dépendants de l'État, ont stoppé notre initiative, au prétexte qu'on avait trouvé des débris dont on s'imaginait qu'ils pouvaient avoir une origine romaine ou je ne sais quelle autre. Et cet arrêt de chantier, d'initiative, a conduit à un surcoût de l'opération. Et puis nous avons surmonté ces difficultés. Les aménagements sont marqués par quelque chose d'exceptionnel. Nous partons d'un bâtiment militaire, ancien, enclavé, pour en faire un bâtiment culturel, ancien et moderne, désenclavé. Désenclavé tant au niveau des accès, qu'au niveau des parkings, qu'au niveau de l'accueil des publics. Ce qui était bien avec Andrea Brun, c'est quand même un spécialiste de la mémoire à travers l'architecture. Donc il ne pouvait que mettre en valeur cette citadelle, à la fois son histoire, ou plus exactement le sentiment que l'on peut en avoir en la regardant, sans tellement la changer, et en même temps en la changeant de façon fondamentale. Cette caserne, qui était une caserne militaire assez sévère, eh bien, en ouvrant les façades et en laissant pour autant l'ouverture de base, il n'a rien changé à l'édifice, mais l'édifice est complètement différent. Il est ouvert sur le monde, et ce n'est plus cette cité interdite qui était la citadelle de Corté peu de temps avant. Disons que c'était une longue gestation, hein, c'était un projet que chacun d'entre nous a porté, chacun à sa manière par rapport au travail qu'il faisait, c'était un travail collectif. Et c'est vrai que quand le musée a été ouvert, c'était l'aboutissement de quelque chose, une histoire qui se terminait, une autre histoire qui commençait. Le Père de la Salle nous a confié quelques mots à ce sujet, de voir le musée s'ouvrir, parce qu'il y a quelques images où on le voit installer ses pierres là-bas, et je crois que c'est assez émouvant même de le voir. Ah, c'est de toute façon, bon, je dirais pas le contraire, c'est de toute façon très émouvant, et puis à la fois pour lui aussi, ça devait être encore plus émouvant, parce que ça y est, c'était, je pense aussi, une page qui se tournait définitivement sur sa collection. Bon, même si il était heureux qu'elle soit ici, qu'elle soit valorisée, et puis surtout qu'elle soit donnée à la Corse, puisque c'était son objectif dès le départ. Mais bon, pour quelqu'un qui a travaillé, qui a collecté, etc., bon, ben, c'est une page qui se tourne. Bon, et puis peut-être le musée n'a pas été fait comme il aurait souhaité aussi, très probablement. On peut dire, bon, chaque équipe est... Quand on s'empare d'un sujet, et puis avec la meilleure volonté, et puis toujours toutes les bonnes intentions, mais on met deux équipes différentes, elles travailleront différemment. Donc chacun a sa propre vision des choses, son propre regard sur... Donc peut-être qu'il n'aurait pas travaillé de cette façon, il aurait présenté les choses autrement, et puis effectivement, il avait eu d'autres choix peut-être de présentation, de thèmes, etc. Voilà, mais ça fait partie de l'histoire. C'était important d'ouvrir le musée, la citadelle et le musée pour la saison. Parce qu'on avait, pour les travaux du musée, on avait dû fermer la citadelle de Corté pendant 3-4 ans. Le public attendait un peu de voir ce que ça allait être. Tout le monde se demandait si ça allait être un lieu qui allait attirer des Corses, des touristes. On ne savait pas l'impact qu'aurait le lieu. Et donc l'ouverture était importante. Et on pensait tous que c'était mieux de la faire en été pendant la saison. Hein. Ça, c'était quelque chose de très très important. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est pour ça qu'on a ouvert le 21 juin 1997 et pour avoir la saison. Pour que les Corses s'approprient leur musée en plein été, qu'il y ait des touristes, que les gens viennent, qu'on voit les premières réactions, que les commerçants de Corté, que tous les gens de Corté voient aussi la retombée que le musée avait dans l'image de leur ville. Cet été-là, même dans les revues d'Air France, dans, je sais pas, dans le Journal des Arts, dans le Figaro, dans Le Monde, vous avez eu des articles sur le musée. Donc les gens se rendaient compte de la dimension nationale et internationale que ça donnait à la citadelle de Corté. La citadelle de Corté, au lieu de l'histoire de la Corse, était incontestablement le site rêvé pour accueillir le musée de la Corse.
Il y avait des réticences, ça, indiscutablement, encore, il y en a à tous les niveaux, hein, vous savez comment nous sommes. Bon. Mais, à l'époque, j'ai dû me battre quand même, avec l'aide de Jean-Paul de Rocasser, qui était mon ami, et avec Jean-Paul, bon, donc j'avais à la disposition de la culture, je pouvais faire un peu ce que je voulais, mais au sein même de l'Assemblée, à l'époque, il y avait quand même certaines réticences. Mais finalement, tout ça s'est arrangé, d'abord parce que j'ai fait les gestes qu'il me fallait, donner le terrain pour que le musée se fasse. Le musée, je dois dire, sans trop de fierté, que c'est mon enfant. C'est un peu mon enfant. Quoi qu'on dise, si je n'avais pas été là, et placé comme je l'étais à l'époque, je ne sais pas si on aurait eu ce musée à Corté. La ministre de la Culture n'avait pas pu venir pour l'inauguration. C'est pour ça qu'on a fait l'ouverture, qui avait un rôle à la fois économique et social, hein, pour la société cortenaise et corse en général, de communication par rapport à Corté et à la Corse tout entière. Et il y a eu un événement mondain et politique qui a été l'inauguration par Madame Trottmann au mois de décembre qui a suivi. Regardez, si vous pouvez applaudir, c'est fait, ça y est, c'est fait, allez, bravo. Nous nous rendons, sans cacher notre plaisir, du côté de la Corse, où vient de s'ouvrir le premier musée régional de France. Corté, au cœur de la Corse, à l'ombre du château féodal de Vincentello d'Istrella, se dresse le musée d'anthropologie, une exposition qui met en valeur le plan terrier de la Corse. Le plan terrier, 17 volumes de textes. Une entreprise lancée par la monarchie française en 1771, après la conquête de l'île. Un gigantesque recensement, une photographie de la population, les femmes, les enfants. Et l'examen également, qui était classé en 3 catégories, en géniaux, en médiocres et en débiles. Et la plus grande catégorie? Je ne le dirais pas, mais je dirais simplement que ce qui avait étonné les visiteurs français en Corse, c'était la capacité de raisonnement et d'argutie des Corses. Et vous trouvez en chacun des Corses presque un chicaneur, ils étaient impressionnés par leur capacité de raisonnement. J'aime beaucoup, beaucoup cette salle, parce que cette salle, eh bien, c'est la salle des 10 ans du musée. Et je l'ai conçue à la demande de Jean-Marc Olivès, aussi pour que l'on puisse garder une mémoire de ce musée. Et la mémoire du musée, ben, c'est la mémoire de ces manifestations, et c'est la mémoire aussi de cet architecte. Et la salle a été conçue par André Abrun au niveau de sa scénographie. C'est comme un père et ses enfants, toutes ces expos, on les aime. Mais il y en a certaines qui ont porté loin des recherches qu'on menait, enfin des envies qu'on avait, des recherches qu'on menait. C'était par exemple le plan terrier de la Corse, déjà l'énormité du truc, cette carte gigantesque sous ce sol de verre et toute la population corse qui le jour de l'inauguration était à 4 pattes pour chercher son village. Ça, c'était très émouvant. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé travailler sur l'expo mauresque, à l'image du Maure, parce que ça posait la question d'être soi-même, l'autre qui sait, comment on le définit. C'était le rapport aussi avec l'Orient, c'est le rôle de passeur entre les mondes des Corses, qui ont toujours été entre le monde occidental et l'Orient. C'est un thème qu'a repris l'expo Corse Colonie. Toutes ces expos-là, elles m'ont passionné. Et puis, il y a eu aussi ces expos où on a fait un travail de référence, c'est-à-dire que le catalogue, je pense, est l'ouvrage de référence, et puis où on défrichait, alors que ça semblait des sujets évidents. La Corse et le tourisme, toute la partie de l'expo qui regardait comment les aristos anglais débarquaient en Corse au XVIIIe siècle, comment ils voyaient les Corses, et comment les Corses voyaient débarquer ces aristos anglais, c'est passionnant. Ça, c'est de l'anthropologie pure, alors. Hein. C'est la représentation qu'on a du monde et comment on la voit par rapport aux autres. Ça, moi, j'ai été emballé par ces expos-là. La Corse industrielle aussi. Alors qu'on est persuadé qu'on n'a jamais eu d'industrie, là, on s'apercevait qu'il y avait des aventures très construites. Ça, alors aussi, c'était vraiment le rôle du musée de poser des questions et de donner des informations pour qu'aujourd'hui, les Corses aient une sorte de masse d'informations qui leur permet de se situer dans le temps et de se lancer dans l'avenir. Ça, je pense que c'est un des boulots du musée. On voulait aussi inciter le public à poser des questions. Il est évident que vous voyez dans
dans une vitrine, une photo du Longeon ou une en plastique, bon, vous dites, mais pourquoi, etc. Bon, et pourquoi le plastique n'aurait pas droit de citer dans un musée? Ah, mais ça marche à tous les coups. Vous avez toujours quelqu'un dans un groupe qui dit, vous avez de si belles faisselles en jonc, qu'est-ce que vous allez chercher ce machin en plastique? Et en fait, le machin en plastique est là pour les faire réfléchir, justement, aussi. Qu'est-ce qu'on doit montrer dans un musée? Or, aujourd'hui, on se sert de faisselles en plastique, donc le musée ne va pas imaginer une Corse idéale où on se servirait que de faisselles en jonc, par exemple. Un museo è molto strumento pedagogico, di cultura, di lingua. Avete rimarcato che tutti i pannelli, tutte le informazioni sono tradotte, sono bilingue, metà in corso, metà in francese, e capiremo fatta bene che gli studenti non hanno mica sempre accesso a questa cultura qui, che gli permette un museo di va lì tra l'anziano e ciò che si fa oggi, a Corsica d'oggi, dunque di una maniera assai pedagogica, assai attrattiva e viva di farli conoscere questa Corsica che certe volte non conoscono più, spesso sono cittadini che campano tutti in città, e qui avete un esempio di tutta la vita campagnola che c'era in Corsica, di una maniera penso meglio un professore per mostrargli appena questa vita qui. Donc on s'était dit au bout de 10 ans, il faudra faire le point. Savoir est-ce que le musée a répondu aux attentes de l'équipe, de la population, de la collectivité territoriale d'une part, est-ce qu'il joue son rôle, en 2 mots. Et donc ça nous donnait lieu à la mise en place d'un conseil scientifique, la redéfinition des 5 salles qu'on fait à l'étage, et à le moyen terme, on pense qu'on va représenter d'une nouvelle manière, remise à jour la collection d'Oisans, mais on commence par l'étage, le musée est en train de se faire, et on va travailler à partir de nouveaux sujets, de nouveaux axes. Nous prévoyons sur le dessus de la citadelle un théâtre de verdure qui nous permettra bien évidemment de faire des spectacles en adéquation avec ce que nous proposons dans le musée. Je vous ai parlé d'un espace pour les enfants, mais aussi nous avons une phonothèque au musée. Nous sommes en train de numériser les fonds. Et donc, là encore, nous aurons une grande salle d'écoute qui permettra justement à la population de se réapproprier ce patrimoine musical insulaire. On a fait un projet pour créer un musée des enfants, qui ne serait pas ici, puisqu'ici on ne peut plus rien mettre, hein, on est plein comme un œuf, comme dit l'autre. Mais dans la caserne d'en face, il y a un projet pour réutiliser cette caserne qui serait un petit peu la mémoire de toutes les expos qu'on a faites, et où il y aurait un roulement, puisque chaque année maintenant on a une expo qui est disponible, on pourrait les agencer d'une autre manière, faire des nouvelles entités avec des parties d'expo, etc. Et avoir justement des sections supplémentaires, notamment une section qui serait peut-être plus ciblée sur la musique, avec un animateur qui serait vraiment spécialisé là-dedans, parce que moi il n'est pas question que je fasse de la musique, ce serait une catastrophe. Un secteur aussi qui serait plus, enfin une partie qui serait plus adaptée à ce tout jeune public, qui est un public où il faut vraiment prévoir des choses complètement à part, donc entre 3 et 6 ans. Alors ces 10 ans, c'était aussi pour nous l'occasion de garder en mémoire et de dire en même temps, il y a plus de 700 000 personnes quand même qui sont passées au musée de la Corse, de remercier le public d'avoir été quand même le partenaire qui convenait. Parce qu'il est vrai qu'au départ, on ne savait pas trop comment tout ça allait être perçu. Et en fait, des choses sont passées très simplement. Et puis, voilà, on est arrivé à ce résultat-là. Et ma foi, je crois que c'est assez intéressant. Moi, ce que je retiendrai, surtout l'émotion d'un certain nombre de visiteurs, visiteuses, visiteurs en général, quand certains visiteurs, quand ils viennent au musée, sont très émus de voir par rapport à ce qu'on présente, les collections. Moi, ce qui m'a le plus ému, c'est quand j'ai vu « Merci de m'avoir aidé à comprendre la Corse ». Il y a des choses très émouvantes qui sont dites par rapport aux visiteurs. Hein. Oui, surtout, je parle des visiteurs, bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir la visite des visiteurs extérieurs, mais des gens de Corse. Il y a des choses très drôles, hein. Il y a des enfants qui reviennent avec leurs parents pour visiter le musée. Donc c'est un peu l'inverse de ce qui se passait à mon époque où on nous tirait comme ça. Là, c'est les enfants qui tirent les parents pour venir visiter le musée, montrer ce qu'ils ont fait et puis expliquer, parce que, bon, à force d'appréhender les choses, ils connaissent, quoi.
Et c'est vrai que c'est des espaces qui se sont vraiment appropriés. On voit la même chose, mais alors ça, c'est pas dans le cadre scolaire, mais dans certaines opérations comme les journées du patrimoine, par exemple, là aussi, on a pratiquement le même public chaque année. Des gens qui viennent d'Aléria, de Bonifacio, de Bastia, d'Ajaccio, avec leurs enfants, qui viennent en même temps visiter eux en tant qu'adultes, mais qui viennent avec leurs enfants à cette occasion-là. Et les enfants, ils prennent l'escalier et pof, ils arrivent ici. Donc ils ont cet espace, c'est le leur en fait. Quand on a vécu l'unanimité que j'ai connue autour de cette initiative, on se dit que dans l'avenir, il serait bon que de telles démarches consensuelles se trouvent dans des initiatives politique. La Corse a besoin que toute sa communauté, que tous ses enfants se rassemblent sur des projets porteurs. Eh bien, cette démarche est une démarche qui n'est pas politique. Elle est une démarche, elle n'est même pas citoyenne, c'est une démarche humaine, c'est une démarche filiale. On se sent fils d'une terre et c'est cette appartenance-là qui dicte une démarche, entre guillemets, politique. Mais politique au sens vraiment noble du terme. Nous avons une conception vivante du musée. Le musée, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de culture, mais c'est aussi un lieu d'échange. Et vous voyez que maintenant, tout doucement, dans le centre corse, s'amorce, notamment avec le projet Prométhée qui se fait à Francardo sur les arts du feu, un début de ce que M. Cyrulnik appellerait la résilience, c'est-à-dire après la mort, la reconstruction. God.